C'est quand même fou de voir à quel point tous les ordinateurs personnels se ressemblent aujourd'hui. Que ce soit une tour ou un portable, peu importe la marque, au fond, l'architecture de base est quasiment toujours la même. On y trouve un microprocesseur compatible Intel et un système d'exploitation Microsoft Windows. C'est juste devenu la norme. Mais attention, ça n'a pas toujours été le cas. L'histoire du PC, c'est en réalité l'histoire d'une guerre sans merci pour imposer un standard. La vraie question, c'est donc comment on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que cette combinaison précise de technologies, qu'on surnomme souvent Wintel pour Windows et Intel, a fini par écraser toutes les autres pour devenir le standard mondial? Franchement, ce n'était pas joué d'avance. Pour comprendre, il faut remonter aux origines d'une bataille stratégique dont les leçons, vous allez voir, résonnent encore très fort aujourd'hui. Bon, avant toute chose, il faut qu'on parle d'un concept clé, le design dominant. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une architecture technique qui finit par être adoptée par tout le monde dans une industrie. Et le truc qui est fascinant, c'est que le design dominant, ce n'est pas forcément le meilleur d'un point de vue technique. Non, c'est simplement celui qui a gagné la guerre pour le contrôle du marché. Et une fois qu'il est en place, il est incroyablement difficile à déloger. Pour bien comprendre comment un seul design a pu s'imposer, il faut se représenter le point de départ. Les débuts de la micro-informatique, c'était tout sauf standardisé. Les experts appellent ça la phase fluide. Il faut imaginer un véritable Far West technologique où des dizaines d'architectures différentes, toutes incompatibles les unes avec les autres, se battaient pour survivre. Le coup d'envoi, on peut dire que c'est l'Altair en 1975, une machine pour les passionnés qu'il fallait monter soi-même. Et puis en 1977, le marché décolle vraiment avec des machines prêtes à l'emploi, comme le fameux Apple II. Le problème, c'est que chacune de ces machines avait son propre processeur, son propre système d'exploitation, rien n'était compatible. Un logiciel écrit pour l'un ne fonctionnait absolument pas sur l'autre. C'était un chaos créatif, certes, mais un vrai casse-tête pour tout le monde. Alors, comment est-ce qu'un semblant d'ordre a pu émerger de ce bazar? Un des facteurs clés, c'est l'apparition de ce qu'on appelle la killer app. C'est l'application tellement géniale qu'à elle seule, elle justifie d'acheter la machine. L'exemple parfait, c'est le tableur VisiCalc. À sa sortie en 1979, il n'était dispo que sur l'Apple II. Et pour plein de professionnels, la question n'était plus quel ordinateur je devrais acheter, mais comment je fais pour avoir VisiCalc? La seule réponse, c'était d'acheter un Apple II. Et forcément, les ventes ont explosé. Et là, tout bascule, un géant entre dans l'arène. En 1980, IBM, le roi incontesté de l'informatique d'entreprise, décide qu'il ne peut plus ignorer ce nouveau marché. L'arrivée d'IBM va provoquer un véritable tremblement de terre et marquer le début de la fin de cette phase de chaos. Pour une entreprise comme IBM, qui avait l'habitude de tout concevoir en interne sur des cycles de plusieurs années, la stratégie adoptée pour le PC était révolutionnaire. Pour aller vite, très très vite, l'équipe du projet a décidé de ne quasiment rien fabriquer elle-même. Ils ont simplement assemblé leur machine à partir de composants standards achetés à droite à gauche. C'était une rupture radicale avec leur culture, mais c'est ça qui leur a permis de sortir leur machine en un temps record. À ce moment-là, on assiste vraiment au choc de deux philosophies. D'un côté, on a Apple, avec son système complètement fermé. Il contrôle tout, du matériel au logiciel. Ça garantit une super expérience, c'est vrai, mais c'est cher et pas du tout flexible. De l'autre, IBM qui fait le pari totalement inverse, une architecture ouverte où n'importe qui peut développer des logiciels ou même des composants compatibles. Et le pari d'IBM, il a payé de manière spectaculaire. Porté par une énorme campagne marketing, le simple nom IBM a suffi à rendre le concept de micro-ordinateur crédible aux yeux du monde. Le succès a été foudroyant. En à peine quelques mois, l'IBM PC est devenue la machine la plus vendue. Le standard était né. On pourrait se dire que l'histoire s'arrête là. IBM a gagné, point final. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure absolument incroyable. En créant le standard, IBM a, sans le savoir, semé les graines de sa propre perte de contrôle sur ce même standard. Comment c'est possible? Dans sa stratégie d'ouverture, IBM n'avait gardé qu'une seule chose secrète et propriétaire, protégée par le droit d'auteur, un petit logiciel appelé le BIOS. Il était indispensable pour que la machine démarre. Pour IBM, c'était le verrou, le cadenas qui devait empêcher quiconque de copier leur PC à 100%. Ils se trompaient lourdement. Des entreprises comme Compaq ont mis au point une méthode hyper ingénieuse de rétro-ingénierie pour contourner cette protection. C'est la technique de la salle blanche. C'est simple. Une première équipe étudie le BIOS d'IBM et documente tout ce qu'il fait, mais sans jamais regarder une seule ligne de code. Ensuite, une deuxième équipe, qui n'a jamais vu le BIOS original, prend cette documentation et réécrit un tout nouveau BIOS qui fait exactement la même chose. Le résultat, un clone parfait et surtout parfaitement légal. La conséquence de ça, elle a été immédiate. Une fois la porte ouverte, des dizaines de fabricants se sont engouffrés dans la brèche en produisant des machines compatibles, mais beaucoup moins chères. Et dès 1986, à peine 5 ans après le lancement triomphal du PC, IBM fabriquait déjà moins de la moitié des ordinateurs basés sur sa propre architecture. Le créateur avait perdu le contrôle de sa créature. Alors, si le vainqueur n'est ni Apple, ni vraiment IBM, qui a réellement gagné cette guerre des standards?
Eh bien, les vrais gagnants, ce sont les propres fournisseurs d'IBM. Ceux qui contrôlaient les deux composants que le géant avait choisi de ne pas fabriquer lui-même, le microprocesseur et le système d'exploitation. La stratégie d'Intel, c'est un vrai cas d'école. Dans un premier temps, ils ont été très ouverts, ils ont accordé plein de licences pour leurs puces pour être sûr que leur technologie devienne le standard. Mais une fois que le standard x86 était bien établi, ils ont complètement changé de tactique, ils ont drastiquement limité les licences pour leurs nouvelles puces. Ils sont alors devenus le fournisseur quasi exclusif du cerveau de tous les PC du monde. Microsoft a suivi une logique assez similaire. Le point absolument crucial de leur contrat avec IBM, c'est qu'ils ont gardé le droit de vendre leur système d'exploitation, MS-DOS, à d'autres fabricants. Donc, quand les clones sont arrivés, Microsoft était là, prêt à leur vendre le logiciel indispensable, peu importe qui fabriquait la machine, du moment qu'elle tournait avec MS-DOS. Le véritable standard, ce n'était plus le matériel d'IBM, mais le logiciel de Microsoft. Et le fait de contrôler la plateforme logicielle leur a donné un avantage absolument décisif dans la bataille suivante, celle des applications. Au début, les logiciels stars comme le tableur Lotus 1.2.3 ou le traitement de texte WordPerfect n'appartenaient pas à Microsoft. Mais quand Microsoft a réussi à imposer son interface graphique Windows, ils avaient déjà leurs propres applications, Excel et Word, qui étaient prêtes. Ils ont pu les intégrer parfaitement à leur système et en quelques années, les anciens leaders ont été tout simplement balayés du marché. Toute cette histoire mouvementée est incroyablement riche en enseignements. En fait, en regardant les stratégies des gagnants et les erreurs des perdants, on peut en tirer une sorte de manuel, une liste de règles à suivre pour quiconque voudrait imposer sa technologie comme le prochain standard. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce tableau résume un peu le manuel du gagnant. La clé, c'est d'avoir une approche dynamique. D'abord, on est ouvert pour créer un écosystème et devenir le standard. Puis on protège sa technologie pour gagner de l'argent comme l'a fait Intel. Il faut aussi des ressources énormes pour le marketing et la production, et des prix agressifs pour attirer un maximum d'utilisateurs très vite, comme l'a fait Microsoft. Chacun de ces points a été absolument crucial. Au final, l'histoire du PC nous montre que pour gagner une guerre technologique, ce n'est pas tant une question de supériorité technique, mais plutôt de stratégie brillante. Et cette leçon aujourd'hui, elle est plus pertinente que jamais. De nouvelles batailles font rage pour définir les standards de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle ou même des chargeurs pour voitures électriques. La question reste donc ouverte. Parmi les géants d'aujourd'hui, qui a le mieux appris les leçons de cette toute première grande guerre technologique ?